Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en Corse et plus précisément en Balagne. Alors que Daniel récoltera des olives à l'ancienne sur des arbres centenaires, Paul-Antoine nous initiera aux valeurs de la biodynamie dans ses vignes. Le fameux bruccio, le miel du maquis et les huiles essentielles des plantes sauvages viendront également confirmer le surnom de l'île de beauté. Je vous laisse apprécier l'authenticité de ce terroir insulaire et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Véritable joyau au cœur de la Méditerranée, la Corse dévoile des décors contrastés, baignés par le soleil. Les eaux calmes qui viennent s'échouer sur les plages de sable blanc côtoient des paysages alpins escarpés. À moins d'1 heure de vol de la capitale française, la Corse détient l'altitude la plus élevée des îles méditerranéennes et affiche fièrement aux visiteurs du monde entier ses 120 sommets dépassant les 2000 mètres. La région possède également de nombreux parcs naturels et réserves marines, contribuant à la protection de cet environnement. Sur les hauteurs, Notre-Dame de la Serra domine Calvi et sa citadelle érigée au XIIIe siècle. Dans l'arrière-pays, au creux des montagnes, les multiples villages perchés se parent d'une architecture typique et de petites ruelles pavées. Ils sont au cœur de la culture et de la tradition du pays balanin. La diversité du relief et le climat particulier donnent place à une agriculture très diversifiée. Ici, les vignes se gorgent de soleil alors que les brebis pâturent librement sous l'œil aiguisé des milans royaux. La Balagne en compte une très forte population. C'est le premier territoire d'Europe pour l'accueil de ces rapaces. À quelques kilomètres de la mer, Daniel s'apprête à ramasser ses olives dans le village de Zilia. Il s'est mis à la production d'olives un peu par hasard. Lorsqu'il a 20 ans, Daniel aide une personne âgée du village voisin à récolter. C'est alors qu'il a le déclic. À une époque où peu de gens s'intéressent à ce fruit en Corse, il se met à défricher les terrains de sa grand-mère sur lesquels les oliviers étaient laissés à l'abandon. Je récolte ces oliviers depuis le début des années 80, où ils étaient absolument abandonnés. Et j'ai été le premier à relancer les oliviers au village en installant des filets. Et donc après, ça a fait un peu boule de neige. On a créé une association, on a créé la coopérative oléicole de Balagne en 84, qui a été vraiment un moment où on a commencé à structurer la filière oléicole en Corse. Et on est arrivé à quand même 80% de producteurs d'huile d'olive sont affiliés au syndicat AOP Olio di Corsica. C'est quand même remarquable. Ça prouve un attachement à la terre, au terroir. Je suis en récolte à l'ancienne. J'installe des filets sous les arbres. C'est la chute naturelle du fruit. C'est la variété Sabine ici dans le nord de la Corse et notamment en Balagne où c'est le plus vieil endroit où nous avons des oliviers depuis des milliers d'années. Et on peut dire qu'ici, c'est vraiment le berceau de l'oléiculture en Corse. Remise au goût du jour, l'huile d'olive de Balagne représente désormais 80% de la production corse. Il existe 2 types de récoltes, sur l'arbre, plutôt dans la saison, et à l'ancienne, en laissant tomber les fruits comme Daniel le pratique encore. Voilà, donc on les rassemble de façon à faire un petit tas, vous voyez. C'est ma grand-mère qui m'a appris depuis qu'on a eu les filets dans les années 80. C'est pas ancestral, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup mieux que de piocher à la main, d'enlever toute l'herbe et de ramasser dans la terre. Parce que la terre, et quand il pleut au printemps, les olives s'abîment. Parce que là, elles sont au frais, elles sont dans l'herbe, elles sont quand même aérées, donc les olives, elles ne perdent pas en qualité. Daniel effectue ensuite un tri à l'aide d'un tamis. La technique à l'ancienne demande beaucoup de manipulation, mais permet de sélectionner des olives bien mûres qui auront un bon rendement. 37 litres pour 100 kg d'olives. Ma grand-mère me disait que quand les olives ont la queue longue, c'est une mauvaise récolte. Et cette année, c'est une mauvaise récolte. Parce que la queue représente l'endroit où il y avait les fleurs. Il y a une seule olive, alors que normalement, il y en a 3 ou 4. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise pollinisation ou il y a eu un petit problème. La récolte à l'ancienne est minutieuse.
Tout au long de la saison, au rythme des fruits tombants de l'arbre, Daniel répétera ces mêmes gestes. Pour la trituration des olives, Daniel dépose sa récolte à la coopérative. Thierry, le président, contrôle la qualité des arrivages. On voit des olives qui sont vraiment très huileuses, qui sont très saines, qui sont très belles. Elle nous fait une huile qui est très douce, avec beaucoup d'arômes. Les producteurs comme les particuliers viennent ici, dans la seule coopérative oléicole de Corse, pour extraire l'huile de leurs olives. Les fruits sont d'abord triés, lavés et broyés, puis une centrifugeuse sépare l'eau de l'huile. Tout le processus se déroule à froid. Le rendement est moindre, mais la qualité préservée. Je pense qu'il y a de plus en plus d'oléiculteurs quand même. On voit des plantations, on voit de plus en plus d'oliviers. Mais d'un autre côté, on se rend compte que des vergers qui sont complètement abandonnés. Et ça, nous, justement, la coopérative, on essaye aussi de relancer un petit peu ces choses-là en offrant des prestations de services de récolte ou alors, mettre en contact des agriculteurs avec des propriétaires qui souvent ont abandonné un petit peu les oliveraies. Daniel se rend au moulin pour déguster quelques huiles de sa production avec Thierry. Comme pour le vin, chaque année apporte ses particularités et ses notes gustatives. Tu vas bien? Bon, ça va. Ça va. Dis-moi, je t'ai ramené un peu d'huile. J'ai ramené une huile d'il y a 2 ans. Et ça, c'est la toute première que j'ai fait le 28 février de cette année. Il faut savoir que celle-là, elle est peut-être un peu particulière par rapport à il y a 2 ans, parce qu'on a eu une tempête de nord-est qui a été très forte pendant une semaine. Et donc, il y a quelques olives vertes qui sont tombées aussi en force dans les filets. Donc, il y a peut-être une petite pointe un peu d'amertume sur la... Ouais, là, on le sent. On le sent. Mais c'est pas dérangeant parce que on a quand même ce goût d'olive noire quand même de fruits mûrs. On a vraiment, sur notre terroir de Corse, une façon particulière de travailler. Étant donné que nous avons déjà une grande biodiversité, on a également la biodiversité au niveau des variétés d'olives, comme au niveau des terroirs. Il y a un lien à l'environnement et à la culture, parce que c'est quand même une culture ancestrale de la Corse. La qualité de l'huile d'olive corse a su se démarquer grâce à la volonté des producteurs qui se sont structurés et ont obtenu une AOP dans les années 1980. Les viticulteurs se mobilisent aussi pour redonner au vin corse ses lettres de noblesse. À Loumio, Paul-Antoine se rend sur ses vignes. Il sélectionne les meilleurs bourgeons qui donneront les futurs raisins de la saison. Créé par son grand-père en 1972, le domaine du Clos Coulombe possède 19 cépages différents. Paul-Antoine l'a repris il y a 3 ans. Il souhaite désormais faire évoluer le domaine en passant à la biodynamie afin de répondre aux changements climatiques et au stress hydrique lié à la sécheresse. Je veux continuer ce qui a été fait en apportant ma patte, en essayant de faire parler vraiment le terroir. C'est ce qui est assez beau même dans toute l'appellation Balagne parce qu'on voit qu'il y a une passation, une transmission du domaine viticole familial, que ce soit chez nous ou chez tous les vignerons de Balagne. Il y a vraiment une alchimie entre les 2 générations. La génération de mon père qui ont construit l'appellation, qui ont planté des cépages identitaires, qui ont vraiment valorisé les vins. C'est à la nouvelle génération d'arriver à structurer ces vignobles et à les monter qualitativement. Paul-Antoine réalise des tests sur 2 nouvelles parcelles qu'il travaillera uniquement à l'aide de la traction animale. La traction animale, dans un premier temps, c'était vraiment une prise de conscience sur notre patrimoine culturel et historique corse. Et on a perdu avec la mécanisation, on a gagné en rentabilité, économiquement c'est intéressant, mais on a perdu ce lien avec la terre. Alors qu'avec le cheval, on renoue un peu avec nos sols, on comprend un peu mieux comment ils travaillent. Il n'y a pas un retour en arrière, quoi. C'est d'avancer avec les méthodes ancestrales et les nouvelles technologies pour arriver à ce qu'il y ait un équilibre agricole intéressant. Cette méthode a l'avantage de ne pas gratter le sol trop en profondeur et d'éviter ainsi les tassements et problèmes de putréfaction. Le faible encombrement du cheval permet aussi de travailler la parcelle dans les 2 sens afin de casser l'écoulement de l'eau et de minimiser l'impact de la sécheresse. Et on a choisi aussi ce mode de plantation pour pouvoir faire un palissage en gobelet. Faire un pied avec une taille tridimensionnelle, donc en 3 dimensions, qui est un peu plus respectueuse des flux de sève, qui va aussi faire un chapeau au-dessus des raisins donc pour les protéger de l'ensoleillement et des radiations solaires. Et après, derrière, on fait un palissage unique sur des piquets en châtaignier. L'envie de renouer avec le terroir et de travailler dans le respect de l'environnement est un sentiment partagé par les 13 vignerons de l'appellation Calvi.
Il y a vraiment une démarche collective qui est sur une concurrence très saine, parce qu'au final on est tous amis, mais on est tous concurrents, mais tout le monde essaie d'aller vers le haut, donc c'est vraiment très qualitatif comme démarche. Il y a un bel avenir. Surtout que là il y a une grosse démarche, l'appellation Calvi pourrait être dans 3 ans la première appellation de France 100% bio, parce que 98% des domaines sont soit certifiés, soit en conversion bio. Et sur la Corse, la région Corse est l'une des meilleures élèves là, de toute la France sur les conversions vers l'agriculture biologique. Donc il y a une démarche éco-responsable et écologique très intéressante. En plus d'être un territoire viticole d'exception, la Balagne est aussi traditionnellement une terre d'élevage. Dans le village de Monticello, Julia et François Fondacci se rendent comme chaque jour dans la montagne pour s'occuper de leurs 300 moutons. En cette fin d'après-midi, le troupeau cherche à s'abriter du vent et du soleil sous les arbres. Élevés en pâturage extensif, les brebis sont totalement libres. On va les faire rentrer pour les traire. Ils ont repris l'exploitation du père de François et ses brebis de race corse. Une race qui a longtemps été oubliée par les éleveurs. C'est une race qui a été menacée dans les années 80-90. Faisait rentrer des brebis sardes qui avaient un niveau de production plus élevé que la brebis corse. Mais bon, on s'est aperçu au fil des années que ça ne servait pas à grand-chose parce que c'était vecteur de la fièvre catarrhale. Et on est revenu à cette brebis. Et puis on est même obligé d'avoir de la brebis corse parce que pour la hausser brocho, voilà, c'est dans le cahier des charges, quoi. Et ça permet de préserver la race, bien sûr. Ils traient 2 fois par jour directement sur le lieu de pâture. Une installation sommaire que Julia aimerait faire évoluer. Elles sont lâchées toute l'année. Après, on les fait tourner sur différentes surfaces. On a de la luzerne, on a des prairies naturelles. Donc voilà, on essaye de faire tourner au maximum. Bon, ben là, une journée comme aujourd'hui, on est à peu près sur 200 litres de lait qu'on transforme. Donc on fait du fromage qu'on vend en fromage frais ou en fromage affiné. Le fromage affiné qui aura à peu près 4 mois. Et on fait du brocho aussi avec. Maintenant, les exploitations, elles se modernisent quand même de plus en plus parce qu'on voit aussi ce qui se fait sur le continent, comment les gens travaillent. C'est souvent des vieilles exploitations qui ont été reprises, mais avoir une machine plus adaptée, avoir travaillé dans de meilleures conditions, quoi. Pouvoir en vivre correctement et puis peut-être donner envie aux générations futures, on va dire, de continuer. La totalité du lait de la traite est transformée dans leur laboratoire. Chaque matin, Julia fabrique un fromage de brebis qu'elle vend frais ou affiné 4 mois. Durant la confection de ce dernier, au moment de l'égouttage, elle récupère le petit lait pour faire un autre fromage typique de Corse, le broccio. Sa fabrication demande de la patience. Elle met à chauffer le petit lait environ 30 minutes en faisant bien attention à ce que celui-ci n'accroche pas au fond. Là, on va commencer la fabrication du broch. On filtre le petit lait et je vais mettre à chauffer. Le broch, c'est ce qu'on fabrique à partir du petit lait. On récupère le petit lait après avoir fait le fromage, auquel on ajoute du lait. En français, c'est la brousse. Là, maintenant, il faut tourner en permanence, déjà pour pas que ça accroche. Et puis on attend d'arriver à la bonne température pour que le broch se forme. On va le voir, en fait, ça va vraiment remonter à la surface. C'est un produit connu, les gens en général ils connaissent beaucoup le broch parce que je pense qu'on en parle un petit peu partout. On a une AOP sur le broch, donc avec un cahier des charges à respecter. Après il faut savoir qu'il y a une saison pour le fabriquer et qu'en général donc ça commence à la mise bas des brebis, donc le plus tôt on va dire mi-septembre, fin septembre jusqu'à fin juin. On peut le faire en dessert, oui, alors vous pouvez le manger frais avec juste un peu de sucre ou un peu d'eau de vie. On peut faire le fiadone et vous pouvez le manger salé avec des cannelloni au broch, ou juste tout simple comme ça avec un peu de sucre, c'est parfait. De miel d'ailleurs, c'est très bon aussi avec. C'est léger, c'est pas trop gras et on sent quand même, on a quand même le goût du lait de brebis, je dirais. Julia a également mis au point une nouvelle recette avec les fromages moins beaux ou cassés, le caju minadou. Elle évite ainsi le gaspillage.
Je broie mon fromage, je le mixe et ensuite je mélange avec l'huile d'olive. Ils ont été faits avec des fromages, là, les fromages, ils ont 8 mois dans ces pots-là. Donc ça commence à être assez costaud, on va dire. Le fromage et le broccio que fabrique Julia s'accordent bien avec un autre produit de Corse réputé, le miel. Sur les côtes de Speloncatou, Camille part surveiller ses ruches. Après une carrière de professeur, il s'est reconverti au métier d'apiculteur. Au printemps, les abeilles sont dans le maquis. C'est le début de la production. Il est alors important pour Camille d'observer le comportement des abeilles et de la reine. Ici, donc, on se trouve sur le piémont. On n'est pas au niveau de la mer, on est à peu près à 130 mètres. Donc l'idée en fait de mettre sur le coteau, c'est qu'à la fois les abeilles vont aller butiner donc pratiquement au niveau de la mer, hein, et en fait va remonter plus sur le coteau aussi pour chercher les fleurs. Hein. Donc ici où nous nous trouvons, on aura l'asphodèle. Il y en a beaucoup au printemps hein, en Balagne. Donc on fait un monofloral en asphodèle, hein, ce qu'on appelle le miel de printemps. En fonction des saisons et du milieu dans lequel les abeilles butinent, Camille fabrique des miels différents. Là, en fait, on est sur un miel blond. Donc ça, c'est le typique le printemps en Balagne, asphodèle. Voilà. Il est classé comme le premier miel qui arrive de saison. Hein. Miel très doux, parfumé, mais surtout une grande douceur. Camille et les autres apiculteurs remarquent depuis plusieurs années un déclin de la production. Sur le continent, il est maintenant admis que l'augmentation de la mortalité est sans doute due à l'usage des pesticides et autres produits phytosanitaires. Leur utilisation étant assez restreinte en Corse, ce n'est a priori pas ce qui perturbe les abeilles du maquis. Là, il y a du monde. C'est beau, des ruches comme ça, on est content, quoi. Malheureusement, on en a assez peu. Il y a un problème sur les mielés actuellement en Corse. On a des pluies en fait, qui arrivent au mauvais moment et surtout qui sont en forte diminution au printemps. Donc du coup, on a des fleurs, hein, les fleurs sont toujours là, mais elles sont, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nectar dedans. Donc on fait beaucoup moins de miel. Moi, ça fait 8 ans que je suis installé, mais des collègues apiculteurs qui ont 35 ans d'expérience, quand aujourd'hui on fait 8 kg par ruche sur une mielée, il y a 20 ans, ils faisaient jusqu'à 25 kg. La situation géologique et géographique de la Corse lui donne une grande richesse floristique. Grâce au travail de plus en plus pointu des apiculteurs et à une sélection aiguisée des abeilles, le miel corse se démarque par sa diversité. On en trouve 6 différents sur l'île, allant du plus amer au plus doux. Dans l'espace à vol d'oiseau d'une vingtaine de kilomètres, on a pratiquement 2000 mètres de dénivelé, donc des étages de végétation différents et du coup une flore différente en fonction de l'altitude. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler justement, nous on transhume nos ruches. Moi c'est le cas, là pour l'instant elles sont sur le piémont à faible altitude et je vais les emmener en mois de juin sur la châtaigneraie en Castagniccia, qui est plus à l'est de la Corse, donc pour faire le miel de châtaigneraie, ou alors à 1000 mètres d'altitude faire le maquis d'été, hein, qui est un miel de montagne encore très doux par exemple. Donc c'est intéressant pour les gens qui veulent découvrir la Corse, de pouvoir avoir tout un panel, pour chaque fleur, en fait, à chaque altitude, on a pratiquement un miel, quoi. Et ça c'est une richesse propre à l'île, je pense. Il y a peu d'endroits au monde, je pense. Entre le début du niveau de la mer et un sommet à 2000, on est à 20 km à vol d'oiseau. Ça, c'est assez rare. Si les asphodèles, très nectarifères, font le bonheur des abeilles, ce sont d'autres fleurs, dites aromatiques, qui sont au cœur de l'activité de Julien. En ce début de matinée, il vient ramasser de la lavande sauvage. Alors je ramasse aujourd'hui de la lavande stocace, aussi appelée lavande papillon, par rapport aux petits pétales qu'elle a sur la fleur. Elle a des propriétés thérapeutiques intéressantes pour tout ce qui est le soin contre les piqûres d'insectes, très utile en été en Corse. Et elle a des propriétés de soin contre les brûlures, contre les douleurs, par exemple. Je me suis installé en 2010 et depuis cette année, je n'ai jamais arrêté la production d'huile essentielle et chaque année, j'ai ajouté des nouvelles plantes par rapport à ce qu'on pouvait trouver en Balagne. Parce qu'on a la chance d'avoir un terroir qui est vraiment exceptionnel en plantes aromatiques en Corse et spécialement en Balagne. On a des sols qui sont très drainants, qui vont faire qu'on a des plantes avec une odeur et avec des compositions chimiques très particulières. Par exemple, sur l'immortel, on note vraiment des variations olfactives
et du coup aussi moléculaire, suivant qu'on soit en bord de mer ou en montagne, un terrain qui est très exposé au soleil, exposé au nord, exposé au sud. C'est cet ensemble de facteurs qui va composer un terroir, qui va composer la note olfactive et qui va définir la composition chimique de la plante au final. Lavande, immortelle, cyprès, myrte vert ou encore pistachier lentisque, Julien confectionne ses huiles essentielles avec une quinzaine de plantes, toutes sauvages et en station naturelle. Si certains terrains sont à lui, d'autres sont exploités en accord avec l'Office national des forêts. Pour respecter au maximum les plantes, il faut descendre le moins bas possible sur les parties boisées. Donc là, ce que je ramasse, c'est vraiment juste en dessous des mains. Comme ça, la plante, elle garde un maximum de feuilles. Et je laisse toujours des fleurs pour qu'il y ait des graines, pour qu'il y ait des nouveaux plants. Voilà. Mais c'est le plus on reste sur les parties fleuries, plus les notes seront sucrées et agréables. Une seule journée suffit à Julien pour ramasser 60 kg de plantes qu'il distillera dans son laboratoire. Il les transfère dans un alambic qui diffusera de la vapeur d'eau dans la cuve afin d'obtenir l'huile précieuse. Pour que le processus se déroule au mieux, il écrase et tasse les fleurs. Alors si ce n'était pas bien tassé, il y aura un problème de rendement de l'huile essentielle. Et du coup, il y aurait toute une partie des plantes qui conserverait son huile essentielle. On perdrait toute une partie de la production. Avec son ancien associé, Julien a construit un alambic adapté à l'extraction d'huiles essentielles. Ce dernier libère un flux continu de vapeur pendant 7 heures afin de récupérer un maximum de molécules. Et donc là, on récupère uniquement l'huile essentielle qu'on va laisser reposer 24 heures. Comme ça, on va toujours récupérer le petit fond d'hydrolat qui pourrait s'être un peu mélangé dans l'interface qui est présente ici. Ouais. Et après, on fait la filtration une fois que l'huile est beaucoup plus limpide parce que les dépôts seront descendus. Julien travaille dans le respect des plantes afin d'obtenir les meilleures huiles possibles et les vend sur place et sur certains marchés locaux. Marquée par une forte identité territoriale, la Balagne offre une grande diversité de paysages. Les producteurs ont su en tirer parti et confectionnent ainsi, sans artifice, des produits bruts et authentiques, à l'image de leur terroir. Aujourd'hui, je vous cuisine des homards, navets kobu et broccio, vinaigrette au miel et romarin. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 2 homards de 500 g, 20 g d'huile d'olive, 2 grosses poignées de gros sel gris. Pour la vinaigrette miel romarin, 20 g de vinaigre de RRS, 90 g d'huile d'arachide, 45 g de miel d'acacia, une branche de romarin. Pour la marmelade citron, un citron d'environ 150 g, 150 g de sucre. Pour le dressage, 2 navets kobu, 120 g de broccio, une orange, quelques fleurs de bourrache. Épluchez les navets et les émincer avec une mandoline en fines tranches de 1 mm environ d'épaisseur. Les blanchir à l'eau bouillante salée 30 secondes, puis rafraîchir rapidement dans de l'eau glacée et réserver sur un papier absorbant. Cuire le homard dans de l'eau bouillante très salée. Elle doit se rapprocher de la densité de l'eau de mer. Après 9 minutes de cuisson, les sortir de l'eau, couper les pinces et plonger celles-ci 4 minutes supplémentaires. Laissez l'ensemble refroidir à température ambiante. Si vous souhaitez un homard vraiment très nacré, je vous suggère de le cuire entre 6 et 8 minutes. Pour la vinaigrette, miel romarin. Effeuillez la branche de romarin en prenant soin de mettre de côté 4 petits bouquets pour le dressage. Dans un blender, mettre le vinaigre de RRS, l'huile d'arachide et le miel d'acacia, salé et poivré. Puis mixer jusqu'à ce que le romarin soit très fin. Surtout commencez bien par verser en premier le vinaigre, ensuite le miel afin que celui-ci ne tapisse pas le fond. Pour la marmelade de citron, placez le citron lavé dans une casserole, couvrir d'eau et laisser cuire jusqu'à ce que la pointe d'un couteau pénètre facilement la chair. Coupez le citron en 4 et retirez les pépins. Remettez à cuire à feu très doux avec le sucre et de l'eau à hauteur. Quand le citron devient translucide, arrêtez la cuisson et réservez. Décortiquez le homard. Pour décortiquer facilement la queue du homard, de chaque côté, coupez les anneaux et écartez la queue et vous aurez la chair du homard intacte.
coupez la queue en morceaux. Pour le dressage, dans l'assiette, déposez un fond d'huile d'olive, le homard et recouvrir avec les tranches de navet. Badigeonner généreusement avec la vinaigrette au miel, faire quelques points de marmelade de citron et ajouter 3 quenelles de bruccio. Râpez quelques zestes d'orange. Saler, poivrer, puis décorer avec les fleurs de bourrache et les bouquets de romarin. Terminer par une pince et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.